Bonjour à tous, chers auditeurs. Bonjour Pierre-Yves. Hello Sophie. Et bonjour Jamil. Hello Sophie. On est ravis de débuter un nouvel épisode d'Épitaphe. Alors, pour ceux qui découvrent le podcast, un petit rappel rapide. Une épitaphe, normalement, c'est une inscription sur une tombe. Mais ici, on s'en inspire pour revenir avec sincérité, mais pas non plus tomber dans le dramatique, sur des projets entrepreneuriaux qui se sont arrêtés, mais qui ont laissé une vraie trace, et pour ceux qui les ont portés, et pour ceux qui y ont cru. Aujourd'hui, du coup, on rend hommage à Goshaba, un projet qu'on a beaucoup suivi chez Daphne, porté avec énergie et conviction, du coup, par son cofondateur Jamil, qui est autour de la table. Merci d'être ici, merci d'être venu avec nous, avec Pierre-Yves et moi-même. Merci à vous. Avant de rentrer un peu dans l'histoire, on voulait poser un truc important, parce qu'on demande souvent des conseils aux entrepreneurs, mais au fond, chaque chemin est assez unique. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de parler des claques qu'on s'est prises, de comment on apprend à se relever et à éviter de retomber dans les mêmes pièges à chaque fois. Et on parle souvent des succès, des belles levées, mais on communique assez peu sur les échecs. Et c'est justement ce qu'on veut faire ici, pour éviter aux autres de reproduire des erreurs qui peuvent être évitées. Alors donc Goshaba, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'était une solution qui combinait gamification, sciences cognitives et data pour révolutionner le recrutement, notamment via l'évaluation des soft skills. Le but, rendre les process plus justes et plus humains. Mon intro est très longue là. Jamil, je te laisse la parole parce que c'est toi qu'on vient écouter. Est-ce que tu peux te présenter déjà et nous dire à l'époque, en 2014, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer ? Ouais, donc je suis Jamil Kemal, je suis un des 3 cofondateurs de Goshaba. Et je pense que tu poses une très bonne question. Il y a la différence entre qu'est-ce qui m'a poussé à me lancer dans l'absolu et qu'est-ce qui m'a poussé à créer Goshaba. Et avec du recul, c'est pas forcément les mêmes raisons. Ce qui m'a poussé à entrer dans l'entrepreneuriat, c'est que j'avais toujours été numéro 2 de mes boîtes précédentes, avec au final des responsabilités qui ressemblaient vraiment à celles d'un CEO, avec que les inconvénients sans les avantages. Et surtout, je voyais des frustrations dans les choses que je voulais appliquer. À l'époque, j'étais dans l'univers des jeux vidéo, et on avait des gros budgets qu'on dépensait un petit peu comme des films. C'était en waterfall, donc on attendait 1 an, 2 ans. Et au bout de 2 ans, si le truc marchait, on se disait qu'on était des génies. Et si le truc se plantait, on pensait que les joueurs étaient vraiment des gros nazes. Et moi, j'ai fait une école de commerce, mais j'avais fait une spécialisation en data. Et je me disais, c'est quand même bizarre qu'on n'ait pas une approche beaucoup plus data-driven, ou en tout cas data-informed. Alors maintenant, c'est très très commun, mais à l'époque, ça ne l'était pas. Et donc, je me suis mis en quête de personnes pour m'aider à créer une techno pour créer des jeux vidéo qui s'inspirent de data. Et c'est parti de là. Donc, ma volonté de créer une boîte, c'était la frustration. Ma volonté de créer Goshaba, c'est un petit peu différent, c'est qu'on a créé une boîte sur la base de rencontres. Donc on est 3 cofondateurs. Donc j'ai commencé avec un cofondateur qui paraissait très très longtemps, qui s'appelait Jean-Christophe. Ensuite un deuxième qui s'appelle Mine, qui vient du jeu vidéo. Donc on a commencé à faire une boîte de jeux vidéo. On a présenté le concours mondial d'innovation. Et puis on a rencontré Camille, qui était une ancienne prof d'Harvard en sciences cognitives. Vraiment un coup de foudre professionnel. Et on a décidé de créer une boîte autour de nos compétences. Alors conseil, je pense que c'est pas forcément la meilleure approche. On n'est pas du tout parti d'un problème qu'on voulait résoudre, d'un public qu'on voulait toucher. On s'est dit quelles compétences on a, qu'est-ce qu'on sait faire qui est totalement infaisable par d'autres, et on a commencé à essayer de développer une techno. Et c'était vraiment de la deep tech à l'époque, parce que on prenait des tests qui normalement en laboratoire prenaient plusieurs heures, et on voulait les réduire en tests de quelques minutes. On a sous-évalué juste la difficulté technique de le faire sur les premières années. Et ces bases de création de boîte sur une rencontre, plutôt que sur la résolution de problèmes, nous a poursuivis très longtemps. Sachant que, si je me souviens bien, cette partie de tech, vous ne la vouliez pas forcément appliquer au monde du recrutement au départ. Tout à fait, exactement. On a testé plusieurs hypothèses. Une hypothèse qui me plaisait bien et qui a super explosé sur les tests AB, c'était un site de rencontre basé sur l'intelligence artificielle. J'avais fait des landing pages avec des taux de conversion de malade. Et j'avais posé une question à plein de gens en leur demandant: est-ce que tu peux me filer toutes tes datas ? Mais je peux lire tes emails. Et en fait, j'avais quasiment 97% des gens qui me disaient oui. C'est un truc qui m'avait vraiment, vraiment étonné à l'époque. Ça a un petit peu freiné mes 2 associés,
qui le sentait pas trop. Et le recrutement, il est venu progressivement après plusieurs itérations. Il se trouve que Camille, donc ma troisième associée, avait fait de la chasse de tête. Moi, ma mère avait travaillé à Pôle emploi pendant très très longtemps. Et surtout, nous, on s'est rendu compte lors du développement de notre techno qu'on avait beaucoup de mal à trouver des stagiaires, des alternants, des premiers CDI. Et comme on est très très tools oriented, on s'est dit il y a forcément un outil qui existe. Et donc on a créé une techno, on s'est rendu compte qu'il y avait sans doute une opportunité, et les RH sont venus comme ça. Avec aussi un autre enjeu, c'est que tout à l'heure je vous parlais du fait qu'on n'était pas tous alignés sur la volonté de faire un site de rencontre. Il y a cette chose, je crois, qui nous a tenus jusqu'à la fin, c'est qu'on a quand même voulu avoir des valeurs d'impact. Et on a voulu, depuis le début, faire attention à la façon dont on utilisait l'IA. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a conservé jusqu'au bout. Et donc, si on avance un peu dans le temps, donc en 2014-2015 a lieu l'incorporation de Gochaba. Des premiers recrutements, j'imagine, des levées de fonds. Tu peux nous parler un peu des hauts et des bas de ce moment-là? Alors, je pense qu'on a une particularité, c'est qu'en réalité, on a levé très tard par rapport à la création de la boîte. On a gagné le concours mondial d'innovation qui nous a rapporté 250 000 euros. Qui est à mon avis trop d'argent en fait pour lancer une boîte lorsqu'on n'a pas une vision claire du problème et de la cible. Ensuite, on a gagné un deuxième concours qui est le concours d'innovation numérique où on a encore gagné de l'argent. Et donc on a pu tenir en faisant beaucoup de tests. On a toujours été rentable par ailleurs parce qu'on vendait du conseil à côté. Donc en fait, on était rentable jusqu'à la levée. Et c'est assez surprenant. On n'a pas eu beaucoup de difficultés à lever en réalité. On a même sur la première levée, en tout cas, choisi les gens avec qui on voulait travailler. Et on était très surpris de la bienveillance générale. D'ailleurs, qu'on continuait, je trouve, sur l'ensemble de la vie de la boîte. Sachant que la levée était sur le marché du recrutement. C'était déjà une levée qui était la technologie appliquée au marché du recrutement pour résoudre les problèmes de qualification des soft skills. Exactement. Et c'est là qu'on se rend compte que les VC avaient plus de vision du problème que nous. Je me souviens, je ne sais pas si tu t'en souviens, Pim, à l'époque, on était parti pour lever 1 million. Et pendant les négos, Pim nous dit non, écoute, là, vous n'allez pas vous en sortir, on va faire 2 millions avec la même, sans vous diluer. Et en fait, tous les gens avec qui on parlait, avec cette conscience du problème fondamental qu'il y a entre cette perception de manque de talent et en même temps de l'autre côté des personnes qui ne trouvent pas de job. Donc notre écosystème l'avait perçu plus que nous. Est-ce que ça déjà, pour toi ou même pour tes deux co-founders, c'était pas déjà un signal qui aurait pu te dire attention à la suite? Alors, c'est toujours facile de faire l'histoire à l'envers. C'est facile d'en parler aujourd'hui. J'ai passé beaucoup de temps. On a fermé la boîte officiellement en septembre. Finalement, on a eu un racheteur. Donc j'ai travaillé jusqu'à quasiment mi-janvier, racheteur à la barre, précise, mais pour passer le truc. Mais je me suis demandé si je voulais enchaîner tout de suite et j'ai passé un mois quasiment à bosser sur le post-mortem, justement pour avoir ça au frais. Et je crois qu'on a su émotionnellement et intuitivement qu'on se gourait très tôt. Je pense qu'on a un défaut, c'est qu'on est tous des gens plutôt intellectuels. Et avec une vision hyper analytique de tout. Et je pense qu'on n'a pas écouté des signaux faibles qu'on aurait pu voir et qui nous montraient qu'il y avait commencé à y avoir un désalignement entre nous trois, entre le marché, entre la vision que les VC avec nous. Et ensuite, c'est une course en avant qui est assez étonnante. C'est-à-dire que dès qu'on lève de l'argent, il faut le dépenser. Et les VC, lorsqu'ils investissent, partent du principe qu'on a franchi des étapes. Alors pour un seed, on a identifié un problème, on a identifié une première cible avec des premières preuves de concept. Et en réalité, je pense qu'on a une force qui est devenue une faiblesse assez rapidement, c'est qu'on est assez convaincants, je pense, tous les trois. On a réussi à vendre des choses chères et très vite. Ce qui fait qu'on a eu un sentiment de croissance qui était assez artificiel. Et puis les gens autour de nous, tout à l'heure je parlais de bienveillance, quelque chose qui m'a vraiment fasciné, c'est qu'à l'époque, Accenture était en train de faire un appel d'offres pour revoir entièrement leur système de recrutement. Et nous, on était trois, on n'avait personne. Et on va les voir, on avait quelqu'un qui m'a présenté à eux, une amie, et je leur dis, écoutez, en fait, je pense que votre appel d'offres, il est mal pensé. Avec du recul, je pense que c'est hyper gonflé de dire ça.
Et là, je trouve où ils ont été extraordinaires, c'est que plutôt que nous envoyer paître parce qu'on était personne, ils nous ont demandé pourquoi est-ce que je pensais ça. Et je leur ai expliqué, et on a discuté pendant quasiment 6 mois avec tout le monde, avec vraiment beaucoup de gens, et finalement, on était leur solution. Et donc ça, je pense que c'est une force, parce qu'on a réussi à convaincre des gens, mais l'inconvénient, c'est que du coup, les gens nous suivent. Et donc, on a réussi très vite à convaincre des innovateurs. Et c'est Crozen Bakazam, le différents types de gens qu'on arrive à convaincre. On était très très fort pour identifier et convaincre les innovateurs. Ce qui ne sont pas forcément les personnes qui utilisent l'outil et qui ensuite le développent dans les groupes. Et avec du recul, qu'est-ce qui aurait pu t'aider peut-être, vous aider à mieux percevoir ces signaux, un peu ces alertes tout au long du chemin? Est-ce que c'est, je ne sais pas, ton entourage ou toi-même prendre du recul sur... Alors, en vrai, les signaux, on les a eus. Je pense que quand on est founder, on reçoit plein de conseils de tous les côtés. Et tous les conseils sont des data points. Moi, je suis très sollicité pour donner des conseils. Et ce que j'ai dit à des gens, c'est que je suis un data point parmi plein d'autres. Ouais. Donc, arriver à faire la synthèse, au final, c'est un exercice qui est très solitaire. Je ne pense pas que c'est une question de signaux faibles, c'est une question de méthode. En tout cas, c'est ma personnalité. Je pense que la méthode à la base était mauvaise et que si on avait suivi... Alors, je ne dis pas qu'il y a des méthodes miracles et que parce qu'on a fait un Excel qui est propre, on va y arriver. Mais je pense qu'il y a 2 écueils dans lesquels on s'est fourvoyé. Le premier, c'est de ne pas verbaliser de façon claire nos hypothèses. D'ailleurs, souvent, on avait des discussions avec Pim. D'ailleurs, voilà, un signal d'alerte qui aurait dû nous alerter, c'est que je n'arrivais pas à lui dire clairement ce qui était validé et ce qui est en cours de validation. Ce qui fait que l'ensemble du board bienveillant voulait nous aider. Et je pense qu'on ne leur a pas donné les moyens de nous aider. Et cette idée d'avoir des hypothèses qui sont super claires, stables dans le temps, et avoir des métriques claires pour savoir si elles sont validées ou pas, c'est quelque chose de fondamental. Parce que comme on est 3, on est à part égale, je pense que, personne n'aime le conflit. Moi, j'aime bien le conflit personnellement. Je pense que ça me gêne pas. Je pense que ça peut être sain tant que c'est fait dans le respect et que c'est pas de la violence. Mais il y a quand même cette volonté de trouver un compromis qui fait une sorte de gloubi-boulga, qui fait que le métrique, il est plus ou moins validé. Et le plus ou moins, quand on construit une pyramide avec du plus ou moins, au début, la pyramide peut monter assez haut, et puis à un moment, elle s'effondre. Et je pense que c'est vraiment s'il y avait une chose sur laquelle on aurait pu avoir des alertes très tôt, c'est ça, c'est notre incapacité à répondre à des questions simples. Quel est notre marché prioritaire? Quel est notre segment prioritaire? Quel problème on résout? Comment est-ce qu'on valorise le problème qu'on résout? Comment nos clients le valorisent? Et comment est-ce que vous avez vécu tous ces moments-là avec les équipes aussi? C'est très différent en fonction des personnalités. Là où on a eu beaucoup de chance, c'est qu'on a embarqué des personnes dans l'ensemble qui avaient vraiment nos valeurs et on a engagé des gens sur une mission qui était vraiment de rendre le recrutement plus juste et plus inclusif. Donc on avait vraiment des personnes qui étaient motivées jusqu'au bout. Je te donne une anecdote. Je pense qu'un truc des plus difficiles quand on gère une boîte, c'est de faire un licenciement individuel ou collectif. Alors évidemment qu'il y a des gens qui ont été virés, qui n'ont pas été très contents, mais dans l'ensemble, il y a des gens qui m'ont fait des cadeaux, par exemple, sur le jour où je leur annonçais qu'ils devaient partir. Ça veut dire qu'on avait des personnes qui étaient vraiment volontaires, qui étaient totalement dans la mission. Ça, c'est le côté positif. Le côté négatif de ça, c'est qu'on a recruté des personnes qui étaient hyper volontaires, qui étaient hyper dans la mission. Mais c'est très difficile, je pense, de faire la distinction entre on est tous d'accord pour définir un objectif commun et on est aussi d'accord pour valider les moyens et les métriques pour le suivre. Et quand on a l'impression qu'il y a un consensus parce que la mission générale est partagée et acceptée, on ne se rend pas compte que toutes les étapes qui sont intermédiaires ne sont pas faites. Et par exemple, on a eu des gros échanges de discussions qui étaient difficiles avec toute l'équipe produit. Et je pense qu'il n'y a pas de personne qui avait raison, personne qui avait tort. Je pense que à la base, moi, j'ai deux appétences. J'ai commencé à coder quand j'avais 8 ans. Et j'ai fait une école de commerce. Donc j'ai du technique et de la vente. Par contre, le produit, ça n'a jamais été mon truc. Enfin, je me suis toujours intéressé au produit, mais j'ai toujours délégué ça aux autres. Et un autre enseignement, c'est que je pense que jusqu'au product market fit, le produit,
ça doit être l'obsession des founders. En tout cas, il y a pas de il faut que, mais je pense que pour moi, c'est mon obsession. Et ce qui fait que comme on a délégué beaucoup de choses, on a aussi perdu en connaissance de retour client. Et donc, on prenait des décisions qui n'étaient pas informées. La situation du founder ou de la founder fait que forcément, on a plus d'insight que tout le monde dans la boîte. C'est pas une question d'intelligence, c'est une question de rencontre. Pour moi, c'est beaucoup plus facile de rencontrer la PDG de Page que même ma VP Sales. Et puis on a des discussions à haut niveau, on a plein d'insights avec les visites, etc. Et je pense que ne pas profiter de ça pour avoir une vision produit super limpide, c'est vraiment une perte. Et donc au final, on avait des discussions avec des personnes qui faisaient au mieux sur leur compréhension du marché. Et moi, en parallèle, j'avais une vision qui était pas la même que la leur, en moment, parce que j'ai plus de data. Et comme on n'était pas rigoureux sur justement nos hypothèses et sur ce qu'on voulait valider, eh ben, on arrivait à des choses qui étaient non dites, soit en le sachant, mais par volonté d'éviter le conflit, soit sans s'en rendre compte, et qui arrivent à des écueils en termes de choix de produits. Et pour revenir sur cette vision de marché, le marché a évolué aussi entre-temps. Et ce qui est intéressant, et moi avec le recul qu'on a eu, c'est vrai que la perception continue des évolutions de marché est un élément à prendre en compte de manière systématique, et c'est peut-être un peu un sujet que vous avez perdu de vue. On en a déjà parlé. Complètement, ça a même été un sujet de conflit. On a commencé à répondre à un enjeu qui était un enjeu de volume de candidats. Trop de candidats partout qu'il fallait gérer. C'était le début de GoSheba. Nos clients nous disaient j'ai 1 million de candidats par an, on ne sait pas comment les gérer. Et donc on a conçu cette culture trop forte on n'est pas là pour trier, mais on est là pour identifier les pépites. Et on veut donner leur chance à tout le monde. Et le marché a changé à un moment, et c'est une sorte de vague, mais dans une période où on est allé dans un marché de pénurie, et en plus une pénurie en période de crise. Ce qui est assez paradoxal en réalité. Souvent, les crises sont des phases où on n'a pas de pénurie. Et là, c'est une phase qui est très particulière et qui va vraiment devenir de plus en plus complexe avec l'IA. Mais ce qui fait qu'on avait un discours qui était de dire à des gens qui viennent nous voir en nous disant « Écoutez, on est vraiment, vraiment embêtés, on a besoin demain de quelqu'un pour faire de la data science. » Et on leur disait « Écoutez, vous avez un schéma de pensée qui est erroné, monsieur ou madame. On n'a pas besoin d'avoir fait des data science pour être bon. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on vous donne des gens qui sont brillants, qui n'ont pas forcément fait les bonnes études, mais qui peuvent apprendre très vite. Et on ne saignait pas. Parce que moi, j'ai eu des dégâts des eaux chez moi. Si un plombier vient et me dit, écoutez, franchement, j'ai jamais fait de plomberie, mais je suis hyper brillant, je le crois, mais il se trouve que j'ai une fuite d'eau. Et je veux la résoudre tout de suite. Et ce changement de paradigme, il a pris beaucoup, beaucoup de temps à prendre. Il s'est fait dans la douleur. Et au moment où on a pris les choses en main collectivement, et qu'on a changé la façon de s'organiser, etc., ça nous demandait un alignement de planète qui était difficile à obtenir. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est dans la fin de vie de sa boîte? Quel tips tu lui donnerais pour mieux vivre ce moment personnellement ou pour en finir au plus vite ou... Alors, je ne sais pas s'il y a des fins de vie. Du coup, j'ai passé mon temps à potasser un petit peu et à lire. Notion, je crois qu'ils ont eu 5 phases de fin de vie où le founder voulait arrêter. Moi, je crois vraiment à un truc, c'est le conseil de Sam Altman, don't die. C'est vraiment, j'y crois à fond. Je pense que, on s'est vraiment donné jusqu'au bout du bout pour y arriver. Donc, ça, c'est déjà. Donc, je pense que le truc de fin de vie, je pense que c'est pas forcément bon paradigme. Peut-être le bas de la vague dans ce cas-là. Alors ensuite, dans le bas de la vague, je pense qu'il y a des questions qu'il faut se poser techniques et des questions de valeur et des questions morales. Le truc technique, c'est bête. Est-ce qu'on est alive ou dead par default? Et comment est-ce qu'on fait pour être alive par default? Et ça fait qu'on prend des décisions qui sont lourdes et difficiles et qu'il faut anticiper. Faire un plan de licenciement, ça prend du temps, ça coûte cher, etc. Donc il y a vraiment des conseils techniques d'ailleurs que nous on a eu au moment où ça se passait mal et qui nous ont permis de gagner vraiment, le board nous a vraiment soutenu là-dessus. Par exemple, on n'avait pas du tout conscience du fait qu'on pouvait renégocier la dette bancaire, plein de trucs techniques qui fait qu'on peut avoir beaucoup de distance. Là, je discutais avec quelqu'un de très proche de moi qui était en train de planter sa boîte et en fait, en discutant de solutions purement techniques, il est reparti.
Donc il y a la partie technique. Je pense qu'il y a aussi une partie de valeur, c'est-à-dire que quand on est au bas de la vague, on n'est pas tout seul. Souvent, on est au bas de la vague avec ses founders et avec son équipe. Et je pense que l'alignement, là, il est fondamental. Parce que quand on est en mode commando, l'alignement doit être total. Et ça demande des décisions très très fortes, soit de séparation, soit de départ. Mais je pense que c'est quelque chose qui est impossible à éviter. Et après, il y a un truc personnel, c'est que on n'est pas tous nés de la même façon sur la gestion du stress et la forme physique, etc. Et c'est très, très individuel. Moi, j'ai une caractéristique que j'ai découvert tard, c'est que je suis aphantasique. Donc je suis incapable de visualiser des choses dans ma tête. Et il y a beaucoup d'études qui montrent que ça a un impact sur le stress, qui fait que le stress est quasiment absent. En tout cas, le syndrome post-traumatique. Donc je reste rationnel et alors je dis pas que je paniquerai pas si demain je me fais agresser par un gars avec un couteau, etc. Mais statistiquement, en fait, je pense qu'il doit y avoir beaucoup d'aphantasiques dans les gens qui montent des boîtes. Ou alors beaucoup de dépressifs. Et qu'est-ce que tu referais pareil ou tu ne referais pas pareil dans ce qui s'est passé? Alors, tu as déjà donné quelques éléments de réponse, mais... Alors, sur les choses à éviter ou à faire différemment, en tout cas, je passerais beaucoup plus de temps à m'assurer qu'entre founders, on a l'alignement, non seulement de vision, mais de valeur. Et il n'y a pas de bonne valeur ou de mauvaise valeur en réalité. Hein. Il faut juste avoir les mêmes. Combien de temps on est prêt à travailler est-ce qu'on cherche une sortie est-ce qu'on va faire une licorne c'est des choses dont il faut discuter tôt. Il y a cette question de méthode bête et méchante de à qui on s'adresse, quel segment principal, quel beachhead. Par exemple, une question que j'ai découvert très très tard, c'est la notion de quantified value. Ça paraît évident quand on le pose. Je pense que pendant peut-être 6 ans, je ne savais pas ce qu'était une quantified value. C'est-à-dire qu'on savait que notre produit avait de la valeur, mais j'étais incapable de répondre à la question. Quel est le métrique utilisé par vos clients pour mesurer la valeur que vous leur apportez et quel est le chiffre minimum pour lequel ils seraient prêts à switcher? C'est une question qui a l'air évidente. En fait, il faut se la poser. Donc je pense qu'il y a une méthodologie de base qui est super importante. Dans les choses qu'on a faites que je trouve qui sont bien, c'est que dans tous les moments, je suis mal placé parce que je suis forcément biaisé, mais je pense qu'on s'est comporté d'une façon éthique, en interne et en externe, en tout cas au mieux des possibilités par rapport au moment. Je pense que malgré tout, on a su rebondir et gérer des situations qui étaient difficiles. On a passé par des plans de licenciement compliqués, on a vécu des accords très profonds entre founders, etc. Et je pense qu'on a préservé l'équipe au maximum. Avec du recul, je ne sais pas si on aurait dû le faire autant. J'ai toujours pas de réponse. Je me pose des questions sur le degré de protection de l'équipe par rapport à la difficulté du monde extérieur. Alors, trouver le juste équilibre entre ne pas transférer son stress et puis en même temps ne pas mettre les gens dans une bulle. Et je pense que l'autre truc principal qu'on a fait, sur lequel je suis très content, c'est qu'on a eu un impact très concret. On a changé la vie de 2 millions de personnes. Alors tous n'ont pas eu de boulot, mais au moins parmi ces 2 millions, il y a une bonne partie qui jamais n'aurait eu la chance de postuler ou de voir leur candidature évaluée. Moi, s'il y a 2 personnes, d'ailleurs j'en ai plus de 2, j'en ai discuté récemment avec plusieurs, de personnes qui, grâce à Goshaba, ont pu accéder à un poste auquel il ou elle n'aurait pas pensé et il ou elle n'aurait jamais accédé, et c'est une fierté, et d'ailleurs collective, parce que je sais que tous nos investisseurs étaient aussi très poussés par l'impact. Donc je pense qu'au final, on a quand même eu quelque chose d'utile. Et la bonne nouvelle, c'est que Goshaba a fait faillite officiellement, mais la marque et le produit a été racheté. Et donc le produit va être relancé notamment en Afrique, d'abord en Angola, pour donner plus de chance à des non-diplômés. Donc au final, c'est une aventure qui continue. C'est une deuxième vie pour Goshaba. Et qu'en est-il de toi ? Tu es reparti sur quel projet es-tu ? Que deviens-tu ? Je pense que c'est très très difficile, une fois qu'on était founder, de plus être founder. Donc, alors déjà, j'étais très content et flatté parce que du coup, on m'a proposé des jobs. Alors, c'est pas évident parce qu'on peut se poser la question de qu'est-ce qui se passe. D'ailleurs, on m'a posé la question, c'est pour ça que j'en parle. Qu'est-ce qui se passe quand on porte une boîte ? Est-ce que c'est dreadful, etc. Alors, je sais pas si l'environnement a changé, mais j'ai eu vraiment beaucoup de vibes positives autour de moi. Beaucoup de gens qui m'ont appelé pour me proposer leur aide. Beaucoup de gens qui m'ont proposé du boulot et des postes très confortables et sympas, etc.
Je pense qu'on est dans une situation et une ère nouvelle. Le changement de l'IA est quelque chose de radical. Et je pense que ne pas créer de boîte dans l'IA en ce moment, c'est un petit peu comme ne pas créer de boîte Internet en 2000. Vraiment, je pense qu'on est là-dedans. Donc, moi, je suis en train de travailler sur un sujet sur lequel on a beaucoup peiné chez Gochaba. C'est comment gérer nos échanges, notre communication, notamment nos prises de notes, etc. Et donc, je m'intéresse au métier qui s'appuie sur la parole, les avocats, les médecins, les journalistes. Et je suis en train de travailler pour savoir s'il est pertinent de développer, on parle de méthode, donc je suis pour l'instant dans la validation du sujet, un outil qui assiste toutes les personnes dont le métier se focalise sur la parole. Et mon première cible sont les journalistes. C'est une cible qui paraît assez peu pertinente au premier regard. Et je trouve c'est intéressant, j'ai rencontré quelqu'un qui me disait que souvent ce sont les choses non pertinentes ou polarisantes qui peuvent avoir du potentiel. Et donc j'ai étudié 152 niches, vraiment dans le détail. Et journalisme, pour plein de sujets techniques, ça me touche. Et puis je voulais aussi avoir un impact. Je pense que c'est un sujet démocratique important en ce moment, et je pense que notre réalité va vraiment dépendre de la capacité des gens à pouvoir présenter des faits. Et donc c'est un sujet sur lequel je bosse en ce moment. Ben, on te souhaite beaucoup de courage et de succès dans cette nouvelle aventure. Merci. Le rebond est essentiel, c'est super. Ah, c'est clair. Exactement. Merci Djamil d'avoir témoigné à notre micro. Merci Pim. Merci à vous deux. Et on remercie évidemment les auditeurs et on les invite, si certains nous écoutent et certains se lancent, à se rendre sur firstmile.space. C'est un espace qu'on a créé en collaboration avec Braquage. Tu veux ajouter un truc, Djamil ? Ouais, j'en profite, c'est une discussion qu'on avait eue avec Pim. Je vous ai pas félicité pour ça. Parce que souvent, nous, on a commencé notre boîte, on avait une expérience, on avait chacun entre 10 et 15 ans d'expérience. Ouais. Et souvent, je pense qu'au extérieur, on dit ces gens-là sont grands, ils sont adultes, ils savent gérer les choses, quoi. Mm. Mais je pense qu'on a beau avoir fait plein de trucs dans sa vie, tant qu'on n'a pas créé une boîte, on ne l'a pas créée. Et le fait d'avoir, parce que vous avez fait un truc tout bête, comment gérer un board, Tout à fait. on peut en parler avec Pim. C'est des choses qui font gagner beaucoup de temps, et ne pas avoir à l'apprendre sur le tas à la dure, c'est bien. Donc bravo pour l'initiative. C'est exactement le but. Donc voilà, c'est un outil qui est à dispo pour ces personnes-là qui se lancent pour apprendre exactement à faire l'incorporation jusqu'au premier board. Donc n'hésitez pas à aller y trouver les réponses à vos questions. Avec les glossaires, etc. Sur la Exactement, quantified les value ressources. et le ROI, parce que c'était des longs débats qu'on avait eu. Exactement. Ouais. Merci à tous, à très vite. Merci à vous deux. Merci beaucoup.